Bonjour, je suis ravi de m'adresser à vous dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo concerne la séquence 2 du chapitre 1 de la première unité. Ce chapitre s'intitule Libération de l'énergie emmagasinée dans les substances organiques au niveau cellulaire. Eh bien, le titre de la séquence 2 est le suivant, la glycolyse, première étape de la respiration cellulaire. Dans la première séquence, je rappelle que nous avons établi la relation entre la respiration cellulaire et la nutrition et la production d'énergie. Eh bien, dans le cadre de la respiration cellulaire, la matière organique, comme exemple type, on va prendre le glucose, va être dégradée en vue de produire de l'énergie. Cette énergie, elle est produite selon deux processus différents, la respiration cellulaire et la fermentation. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à la respiration cellulaire. Donc, les voies métaboliques qui s'inscrivent dans le cadre de la respiration cellulaire on peut les classer en trois étapes. La première étape se déroule au niveau du hyaloplasme, eh bien c'est la glycolyse. La deuxième et la troisième étape se déroulent au sein de la mitochondrie. Bien. Donc, la séquence d'aujourd'hui, séquence 2, la glycolyse, première étape de la respiration cellulaire. La glycolyse est une voie métabolique de dégradation du glucose et de production d'énergie. C'est une série de réactions biochimiques qui se déroulent dans le hyaloplasme. Cytosol égale liquide où baignent les organites cellulaires du cytoplasme. La glycolyse est une voie métabolique anaérobie, c'est-à-dire une voie métabolique qui ne fait pas intervenir le dioxygène O2. La molécule d'ATP, avant de parler un petit peu des détails de cette étape, je vais vous présenter les molécules clés qui vont jouer un rôle important dans cette voie métabolique. Eh bien, ces molécules clés sont d'une part, bien sûr, l'ATP et aussi ce qu'on appelle les transporteurs de protons et d'électrons. Ces transporteurs de protons et d'électrons sont le NADH+ et la NADH+ et la FAD. Eh bien, on a dit donc, je vais vous parler, je vous ai dit donc que je vais traiter tout d'abord parler de l'ATP et des transporteurs de protons et d'électrons. Bien. Donc, en ce qui concerne l'ATP, la molécule d'ATP est constituée d'une base azotée, d'un sucre, le ribose, et de trois groupements phosphate P. L'hydrolyse de l'ATP donne de l'ADP. L'ADP comporte deux groupements phosphate. Et donc, cette hydrolyse libère aussi ce qu'on appelle le phosphate inorganique. Le groupement phosphate inorganique est une substance minérale puisqu'il ne fait pas partie d'une molécule organique. Les groupements phosphate qui font partie de la molécule d'ATP, donc ce sont des groupements phosphate organiques. Après la libération d'un des trois groupements phosphate, eh bien, on l'appelle phosphate inorganique puisqu'il ne fait pas partie de la molécule d'ATP qui est une molécule organique. Donc, l'hydrolyse d'ATP nous donne l'ADP, adénosine diphosphate, plus PI, c'est-à-dire le phosphate inorganique. Cette hydrolyse s'accompagne de la libération d'une grande quantité d'énergie et l'ATP joue le rôle d'intermédiaire entre les réactions biochimiques qui libèrent de l'énergie et les activités cellulaires qui en consomment. C'est pour cela qu'on dit que l'ATP, c'est la monnaie universelle de l'énergie cellulaire. Voici un schéma simplifié de la molécule d'ATP. D'ailleurs, donc, vous n'êtes pas censé
savoir en détail la formule chimique de la molécule d'ATP, mais au moins, vous devez savoir qu'il y a une partie qu'on appelle adénosine et un sucre qui s'appelle donc le ribose, et puis ces fameux 3 groupes homophosphates. Et le troisième, c'est lui qui est libéré au moment de l'hydrolyse de l'ATP. Cette hydrolyse qui produit donc une grande quantité d'énergie. À l'opposé de cela, la synthèse de l'ATP, la formation de l'ATP à partir de ADP plus PI, c'est une réaction biochimique qui consomme de l'énergie. C'est pour cela qu'on dit que la molécule d'ATP fait le rôle d'intermédiaire énergétique entre tous les processus qui produisent de l'énergie d'une part et les activités cellulaires qui consomment de l'énergie. D'où l'importance capitale de la molécule d'ATP dans le cadre du flux d'énergie à l'intérieur de la cellule. Il faut aussi signaler que sur le plan de la quantité, la quantité d'ATP au sein de la cellule, elle est très faible. Mais ce qui est important, c'est que cette molécule d'ATP effectue un cycle indéfini et un cycle très rapide, ce qui fait que tout le temps, il y a de l'ATP qui est disponible au sein de la cellule. Donc, ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la rapidité de ce cycle ATP-ADP, c'est-à-dire hydrolyse de l'ATP d'une part et formation ou bien régénération ou bien synthèse de l'ATP d'autre part. Donc ça, en ce qui concerne la molécule d'ATP et son rôle capital dans le flux de l'énergie au sein de la cellule. D'autre part, je vais vous présenter 2 autres molécules clés dans les réactions, dans les voies métaboliques de la respiration cellulaire et les voies métaboliques énergétiques d'une façon générale. C'est la NADH, H+, et la FADH2. La NADH, H+, est un transporteur d'électrons et de protons. Elle intervient dans les réactions d'oxydoréduction de la respiration cellulaire. Elle est synthétisée à partir de la vitamine B3. Donc ici, vous connaissez très bien que les vitamines sont très importantes pour notre nutrition, c'est-à-dire elles sont très importantes pour le fonctionnement de la cellule. Et vous savez très bien, au niveau de la nutrition, au niveau de l'alimentation, que les vitamines, ils ont une grande importance au niveau de leur rôle pour notre organisme, mais en ce qui concerne la quantité, vous savez qu'elles sont présentes en faible quantité. Et c'est ce qu'on va dire aussi par rapport à NADH et FADH2, et d'ailleurs, on l'a dit aussi pour l'ATP, ce sont des molécules qui sont présentes dans la cellule en très petite quantité, mais leur importance ne réside pas dans leur quantité, mais dans leur rôle capital, dans le flux d'énergie. Donc, on a la NADH+, et la FADH2. La FADH2, c'est une molécule similaire à NADH, c'est aussi un transporteur de protons et d'électrons. Donc, lorsqu'on dit transporteur de protons et d'électrons, c'est-à-dire, ce sont des molécules qui jouent le rôle d'intermédiaire dans toutes les réactions d'oxydoréduction, notamment au sein du métabolisme énergétique. Alors, que veut dire rôle d'intermédiaire dans les réactions d'oxydoréduction? C'est-à-dire, si par exemple, dans la cellule, une molécule A doit subir une oxydation, c'est-à-dire il va perdre des électrons et des ions H+, et une autre molécule B doit en gagner, eh bien, ce transfert de protons et d'électrons ne se réalise pas de façon directe entre la molécule A qui va être oxydée et la molécule B qui va être réduite, mais la NADH+, ou bien la FADH2 va jouer le rôle d'intermédiaire. Donc, les transporteurs de protons et d'électrons sont disponibles au sein de la cellule avec de faibles quantités. Néanmoins, ils basculent en permanence entre la forme réduite et la forme oxydée. Donc,
Ça, ce sont des informations à propos de la FAD et la NADH, la FAD et la NAD+, qui sont des molécules intermédiaires dans les réactions d'oxydoréduction. Eh bien, voici un schéma qui va justement nous montrer ce rôle intermédiaire. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez constater ici? C'est que la NADH, H+, ça c'est la forme réduite. Lorsqu'elle perd des électrons et des ions H+, eh bien, ça devient NAD+, qui est donc la forme oxydée. Dans un sens contraire, la NAD+, peut donc capter des ions H+, et des électrons et devenir NADH, H+. Bien. Alors, ce cycle, pour bien expliquer, pour bien élucider, si vous voulez, donc l'importance de ce cycle, il faut signaler deux choses. D'une part, NADH, H+, et NAD+, donc, qui est donc un transporteur de protons-électrons, un transporteur de protons et des électrons, va jouer le rôle d'intermédiaire dans les réactions d'oxydoréduction. Donc, comme je viens de dire, donc, tout à l'heure, lorsqu'une molécule A va perdre des ions des ions H+ et des électrons, c'est-à-dire lorsqu'une molécule va être oxydée, eh bien, ces molécules sont données à la NAD+, qui va devenir NADH, H+. Hein? C'est-à-dire que si par exemple, on doit avoir une réaction d'oxydoréduction entre deux molécules A et B, A, c'est la molécule qui va être oxydée, B, c'est la molécule qui va être réduite, eh bien, les ions H+, et les électrons qui proviennent de A vont tout d'abord être livrés à NAD+, qui va devenir NADH, H+, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, donc, ces électrons vont être donc libérés en faveur d'une molécule B qui va les capter et qui va devenir donc réduite. Il va subir une réduction. Donc, c'est pour cela qu'on dit que ces transporteurs de protons et d'électrons, d'ailleurs c'est la même chose que ce soit pour la NADH, H+, ou bien la FADH2, donc ces transporteurs de protons et d'électrons jouent le rôle d'intermédiaire dans les réactions d'oxydoréduction. Donc ça c'est la première remarque. Deuxième remarque, à propos de ces molécules donc importantes dans le métabolisme énergétique de la cellule, c'est que la forme réduite, c'est une forme riche en énergie, alors que la forme oxydée, c'est une forme pauvre en énergie. Donc, cette remarque est très importante pour pouvoir, par la suite, lorsqu'on va donc indiquer leur intervention dans les voies de la respiration cellulaire, donc, pour pouvoir comprendre le rôle dans le flux d'énergie. Donc, cette histoire d'énergie, donc, d'où une sorte de similarité entre NADH, entre ces transporteurs de protons et d'électrons et entre la molécule d'ATP, parce que on vient de dire aussi que pour la molécule d'ATP, la forme donc ATP, c'est la forme qui est riche en énergie, et la forme ADP, c'est la forme qui est relativement pauvre en énergie. Donc ici, tout simplement pour vous dire une chose importante, que l'oxydoréduction, ce sont des réactions qui s'effectuent en parallèle avec des conversions et des transferts d'énergie. Voilà, donc, une fois donc on a insisté sur le rôle capital de NADH, H+, et de FADH2, donc des transporteurs de protons et d'électrons d'une part et de l'ATP d'autre part, on va donc détailler un petit peu les phases de la glycolyse. Bien. Eh bien, je vais vous présenter cette glycolyse avec deux schémas. Voici le premier. Qu'est-ce que vous pouvez constater dans ce schéma? Eh bien, nous avons ici 10 réactions chimiques. Ces 10 réactions chimiques, vous n'êtes pas censé de savoir par cœur le nom des métabolites intermédiaires, c'est-à-dire le glucose 6-phosphate, le fructose 6-phosphate, le fructose 1,6-diphosphate, le 3-phosphoglycéraldéhyde, etc., phosphoénolpyruvate. Donc, tous ces noms-là, vous n'êtes pas censé les apprendre par cœur, mais au moins, il faut savoir
le nom et la formule chimique du premier métabolite, à savoir le glucose, et le nom et la formule chimique du dernier métabolite de cette série, de cette voie métabolique, à savoir l'acide pyruvique. L'acide pyruvique. Eh bien, en plus donc de savoir le premier et le dernier métabolite, pour un petit peu comprendre les étapes de la glycolyse, il faut donc tout simplement, au lieu de s'intéresser à la formule chimique détaillée des métabolites intermédiaires, il faut tout simplement s'intéresser au nombre d'atomes de carbone dans chaque molécule. Très bien. Eh bien, nous allons parler de la première étape. La première étape, si vous voulez, c'est les réactions chimiques numéro 1, 2 et 3. Alors, le glucose. Le glucose, c'est une molécule à 6 atomes de carbone. La première réaction, c'est une phosphorylation de la molécule du glucose. C'est-à-dire, un groupement phosphate va être arraché à une molécule d'ATP qui devient ADP. Et au lieu d'avoir donc la libération d'un phosphate inorganique, ce phosphate va être fixé par la molécule du glucose et on a, le résultat c'est quoi? C'est le glucose 6-phosphate. Ça donc c'est l'essentiel de la première réaction. C'est une phosphorylation d'une molécule à 6 atomes de carbone aux dépens d'une molécule d'ATP. Deuxième réaction, il ne se passe pas grand-chose parce que c'est une simple isomérisation, c'est-à-dire qu'on va tout simplement changer la configuration des atomes au sein de la molécule. C'est pour cela qu'on a la transformation du glucose 6-phosphate en fructose 6-phosphate. La troisième réaction, c'est une réaction qui ressemble, c'est une réaction chimique qui ressemble à la première, c'est-à-dire on aura une deuxième phosphorylation. Donc, on aura le fructose 1,6-diphosphate, c'est-à-dire un fructose qui porte un groupement phosphate au niveau du carbone numéro 1 et un deuxième groupement phosphate au niveau du carbone numéro 6. Donc, 1 et 3, ce sont des phosphorylations. Donc, vous pouvez noter que ici, lorsqu'on a la consommation de la molécule d'ATP, on n'a pas libération du phosphate inorganique parce que justement, le groupement phosphate, il est capté par le glucose ou bien par le fructose. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette première étape, c'est-à-dire ces trois premières réactions biochimiques de la glycolyse? On peut se demander, puisque tous les processus qui donc s'inscrivent dans le cadre de la libération de l'énergie emmagasinée dans les substances organiques, tous ces processus, ils ont comme fonction la production d'énergie, bien sûr sous forme d'ATP. Mais ici, on a au contraire consommation de l'ATP, parce que cette étape-là, c'est une sorte d'investissement. C'est-à-dire, on va tout d'abord, si vous voulez, perdre de l'ATP pour après en gagner. Donc, on va essayer d'utiliser un terme que vous connaissez en économie, c'est le terme d'investissement. Eh bien, à quoi ça sert cet investissement? À quoi ça sert cette perte d'énergie? Parce qu'il faut préparer les cellules dans une forme qui va permettre justement de récupérer de l'énergie. Parce que vous pouvez avoir une molécule qui est riche en énergie, mais cela n'est pas important si cette molécule n'est pas sous une forme qui va permettre à la cellule justement d'exploiter cette énergie avec un mécanisme donné. Parce que donc ce sont des fonctions biologiques qui donc chacune nécessite un mécanisme bien précis, donc qui utilise des molécules qui doivent être sous une forme bien précise. Donc, c'est une préparation de ces molécules à 6 atomes de carbone pour les rendre sous une forme qui va permettre la récupération de l'énergie. Donc, ça, c'est l'essentiel des 3 premières réactions, parmi ces 10 réactions qui constituent la glycolyse. La glycolyse, donc, qui se déroule dans il y a le plasme, c'est-à-dire dans le liquide qui baigne tous les organites de la cellule. Donc, voilà, on va voir maintenant qu'est-ce qu'il en est de la 4e, la 5e et la 6e réaction. 4, 5, 6. Donc, 4, 5, 6, c'est la deuxième étape. Alors,
Dans ces réactions, il y a deux choses. D'une part, il y a deux choses très importantes dans la deuxième phase, c'est-à-dire les réactions chimiques 4, 5 et 6. D'une part, nous avons une molécule à 6 atomes de carbone va nous donner deux molécules à 3 atomes de carbone. Donc, nous avons, on est parti d'une molécule à 6 atomes de carbone, c'est-à-dire le glucose. Ici, on va diviser donc le fructose 1,6-phosphate. Donc le fructose, c'est l'équivalent du glucose. Le fructose 1,6-diphosphate va être divisé en deux, va être clivé en deux molécules à 3 carbones. Donc, cette molécule qu'on appelle ici 3-phosphoglycéraldéhyde, c'est une molécule à 3 carbones. Donc, c'est ça ce qu'il faut retenir. Donc, ici, dans la réaction 4 et 5, on a séparation, on a donc, si vous voulez, casser une molécule à 6 atomes de carbone en deux molécules à 3 atomes de carbone. Donc, ça, c'est très important. Quelle est l'importance donc de cette cassure de cette molécule en deux? C'est-à-dire, on a donc rompu une liaison covalente. Donc, cette rupture de cette liaison covalente va nous donner deux molécules à 3 carbones qui sont riches en énergie. C'est comme si ces deux molécules à 3 carbones vont récupérer l'énergie qui est libérée par la rupture de la liaison covalente entre, soi-disant, le carbone numéro 3 et le carbone numéro 4 du fructose. Donc, ça nous donne donc des molécules qui sont riches en énergie, donc d'où donc l'importance de la rupture de cette liaison covalente. Les molécules qui sont riches en énergie, ce sont ce qu'on appelle ici 3-phosphoglycéraldéhyde, mais vous devez tout simplement tenir compte uniquement du fait qu'il s'agit de molécules à 3 carbones. Donc ça, c'est l'essentiel de ce qui se passe durant les réactions 3, 4 et 5. Qu'est-ce qui se passe durant la réaction 6? Eh bien, la réaction 6, on aura une deuxième phosphorylation. C'est-à-dire que vous avez ici le 3-phosphoglycéraldéhyde, c'est une molécule à 3 atomes de carbone avec un seul groupement phosphate. Alors, eh bien, on va ajouter pour chaque molécule à 3 carbones avec un seul groupement phosphate, un deuxième groupement phosphate. Voici ce qui est représenté ici en jaune. Mais il faut faire attention, ce groupement phosphate ne provient pas d'une molécule d'ATP comme pour les réactions précédentes, comme pour la réaction 1 et 3, mais c'est un phosphate inorganique libre dans la cellule, c'est-à-dire dans l'uréaplasme. Donc, c'est une phosphorylation, mais cette phosphorylation s'accompagne d'une réaction d'oxydoréduction. Alors, pourquoi une réaction d'oxydoréduction? Eh bien, tout simplement parce que le 3-phosphoglycéraldéhyde va perdre des électrons et des protons pour se transformer en 1,3-diphosphoglycérate. Donc, si vous voulez, c'est une réaction d'oxydoréduction. Cette molécule-là, le 3-phosphoglycéraldéhyde, c'est la forme réduite, et le 1,3-diphosphoglycérate, c'est la forme oxydée. Donc, cette oxydation va se faire en parallèle avec la réduction de NAD+, et en NADH+. Ici, vous voyez, à partir de la réaction 6, tout est multiplié par 2 parce qu'on est parti de la molécule de glucose qui comporte 6 atomes de carbone. Maintenant, on a affaire à des molécules qui comportent 3 atomes de carbone, c'est-à-dire il faut toujours multiplier par 2. Bien, donc la réaction numéro 6, c'est une phosphorylation et c'est une réaction d'oxydoréduction, c'est-à-dire qui va aboutir à la transformation de deux molécules de NAD+, en deux molécules de NADH+. Eh bien, quel est l'intérêt de la réaction numéro 6? Si on a dit que pour les réactions 1 et 3, c'est un investissement, c'est-à-dire c'est une perte d'énergie, eh bien, à partir de la réaction numéro 6, on commence à gagner de l'énergie. On commence à récupérer de l'énergie parce que cette réaction d'oxydoréduction va se solder par la production de deux molécules de NADH+, qui sont des molécules riches en énergie. Donc, je rappelle que
il y a toujours un cycle oxydation-réduction, c'est-à-dire un cycle NAD+, NADH+, NAD+, NADH+. Mais dans ce cycle d'oxydoréduction, vous devez savoir que la forme réduite, c'est une forme riche en énergie, donc NADH+, et la forme oxydée, c'est une forme pauvre en énergie. Donc, on commence à récupérer, à partir de la réaction chimique numéro 6, récupérer de l'énergie. Ici, on en a récupéré sous forme de NADH+. Alors, voyons ce qu'il en est donc. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc, deuxième étape, donc 4, 5, 6, c'est la deuxième étape de la glycolyse. La 7e jusqu'à la 10e, c'est la 3e et la dernière étape. Alors, qu'est-ce que vous pouvez constater au niveau de la 7, 8, 9, 10? Eh bien, tout simplement, puisqu'on a jusqu'à présent des molécules à 3 carbones avec 2 groupements phosphate, eh bien, on va arracher un après un ces groupements phosphate en faveur de l'ADP qui va devenir l'ATP. Donc, on a ici la réaction chimique numéro 7, on a un 3-diphosphoglycérate, ça devient 3 phosphoglycérates, c'est-à-dire, si on veut simplifier, ça c'est une molécule à 3 carbones avec 2 groupements phosphate, et ça c'est une molécule à 3 carbones avec un seul groupement phosphate. Parce que là, il est parti pour se fixer sur ADP qui va devenir ATP. Donc, on a récupéré, c'est une autre manière de récupérer de l'énergie sous forme d'ATP. Pour les réactions chimiques 8 et 9, il ne se passe pas grand-chose parce que ce sont de simples isomérisations, c'est-à-dire il y a tout simplement un changement de la configuration, c'est-à-dire la configuration des molécules, c'est-à-dire un réarrangement des mêmes atomes au sein de la même molécule. Mais la réaction chimique numéro 10, c'est une deuxième phosphorylation de l'ATP, c'est-à-dire on a gagné 2 molécules d'ATP. Alors à chaque fois, pourquoi on multiplie par 2? Donc je rappelle, donc ça c'est très important, je multiplie par 2 parce que au départ, à partir de la réaction numéro 4, des réactions numéro 4 et 5, on a transformation de molécules à 6 carbones en molécules à 3 carbones, donc à chaque fois on doit multiplier par 2. Donc ça, ce sont les étapes de la glycolyse. Ces étapes, je le rappelle, ce sont des étapes qui se déroulent dans le cytoplasme, plus précisément dans la phase liquide de ce cytoplasme, c'est-à-dire le hyaloplasme, le liquide qui s'appelle le hyaloplasme. Donc, et je rappelle aussi que la glycolyse, c'est une phase qui est commune entre la respiration cellulaire et la fermentation. Bien. Avec ce schéma-là, qu'est-ce qu'on va constater? Eh bien, on doit constater, donc, on doit donc présenter d'une autre manière les étapes, les 3 étapes. Donc, la première étape, c'est une double phosphorylation. Donc, regardez ici, donc on a un petit peu simplifié. On a simplifié la première étape, c'est-à-dire la première étape, donc ça c'est l'étape numéro 1, c'est une double phosphorylation, c'est-à-dire vous avez une molécule à 6 atomes de carbone, c'est-à-dire le glucose, et on a ici à la fin 2 molécules à 3 atomes de carbone, chacune avec un groupement phosphate. Donc, si vous voulez, donc cette phosphorylation, la première étape, c'est la phosphorylation, c'est-à-dire l'activation des molécules à 6 atomes de carbone par phosphorylation, et c'est une consommation d'ATP qui rentre dans le cadre de l'investissement. Ça, c'est la première étape. Dans la deuxième étape, on a le clivage et une réaction d'oxydoréduction. Donc, deuxième étape, si vous voulez, c'est une sorte... la deuxième étape, on a une sorte de clivage, phosphorylation et réaction d'oxydoréduction. Donc 3 choses. C'est-à-dire, on a clivage d'une molécule à 6 atomes de carbone en 2 molécules à 3 atomes de carbone. Voilà. Deuxième chose, c'est une réaction d'oxydoréduction, c'est une phosphorylation.
c'est-à-dire c'est une fixation d'un deuxième groupement phosphate sur chacune des molécules à 3 atomes de carbone. Et puis, c'est une réaction d'oxydoréduction qui va nous donner la formation d'une molécule de NADHH+. Donc, clivage, phosphorylation et réaction d'oxydoréduction. C'est ça l'essentiel de la deuxième étape. Donc, clivage de chaque molécule à 6 atomes de carbone en 2 molécules à 3 atomes, suivi d'une oxydation couplée à la réduction de NAD+ en NADHH+. Oxydoréduction plus phosphorylation. La dernière étape, donc, c'est la récupération d'énergie sous forme d'ATP. Donc, si la deuxième étape, on a récupéré une partie de l'énergie sous forme de NADHH+, et bien la troisième étape, c'est une deuxième récupération d'énergie sous forme d'ATP. Alors, vous voyez ici dans la deuxième étape, on part de molécules à 3 carbones et 2 groupements phosphate, et on termine avec des molécules à 3 carbones qui n'ont pas de groupement phosphate, et c'est-à-dire que ce groupement il a été perdu pour être fixé par les molécules d'ATP qui vont devenir ADP. Alors si l'on veut tenir compte donc de tous les coefficients stoichiométriques, on va dire que la première phase c'est une perte de 2 molécules d'ATP. La deuxième phase, comme vous pouvez le constater ici, c'est un gain de 4 molécules d'ATP. Donc on a perdu 2 ATP première phase et on a gagné 4 ATP troisième phase. Donc c'est un solde d'un gain de plus 2 molécules d'ATP. Et puis on a aussi gagné dans la glycolyse 2 molécules de NADHH+, donc histoire de rappeler qu'il s'agit de réaction d'oxydoréduction. Bien, donc ici, je vous remets tout simplement, vous pouvez donc un petit peu stopper la vidéo pour regarder donc à tête reposée donc ces trois étapes de la glycolyse, à savoir la première étape, activation des molécules à 6 atomes de carbone par phosphorylation. C'est une consommation d'ATP qui constitue un investissement. La phase 2, c'est un clivage de chaque molécule à 6 atomes de carbone en 2 molécules à 3 atomes de carbone, suivi d'une oxydation couplée à la réduction de NAD+ en NADHH+. Donc c'est une oxydation et en même temps une phosphorylation qui se solde essentiellement par la formation de 2 NADHH+, donc des molécules riches en énergie. Et enfin, 3 étapes. Troisième phase, c'est la phase qui va nous donner 4 molécules d'ATP grâce à une double déphosphorylation, si vous voulez, de chaque molécule à 3 carbones. Voici donc les 3 étapes de la glycolyse. Donc vous pouvez fixer la vidéo pour lire à tête reposée ce schéma-là et ses commentaires. Bien, à partir donc de la présentation de ces documents, on va essayer donc de répondre à ces questions qu'on appelle donc l'exploitation des documents. Première question. Expliquez pourquoi on dit que la glycolyse est une voie métabolique qui s'accompagne d'une conversion d'énergie. Alors pourquoi c'est une conversion d'énergie? Eh bien tout simplement parce que l'énergie qui est au départ emmagasinée dans la molécule d'ATP, à travers ce processus, il est converti en partie en une énergie qui est contenue dans les molécules de NADHH+, d'une part, et d'autre part, une molécule qui se trouve dans les molécules d'ATP. Donc, c'est une conversion d'énergie. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que nous avons encore de l'énergie qui est contenue dans les molécules de l'acide pyruvique. Donc, l'énergie qui a été concentrée uniquement dans la molécule de glucose, eh bien, elle a été convertie, si vous voulez, en 3 catégories d'énergie, à savoir l'énergie de l'acide pyruvique, l'énergie des molécules d'ATP et l'énergie des molécules de NADHH+. En plus de l'énergie qui est perdue sous forme de chaleur, parce que dans tous les processus de conversion d'énergie, on n'a pas toujours le rendement 100%, c'est-à-dire qu'il y a toujours de l'énergie qui est perdue, pas sous forme de chaleur. Donc c'est une condition, c'est une loi physique, si vous voulez, qu'on ne peut pas avoir de conversion d'énergie sans perte d'énergie sous forme de chaleur. Donc,
la glycolyse, c'est une conversion de l'énergie. Eh bien, comme réponse à cette première question, on va dire la glycolyse s'accompagne d'une conversion d'énergie. En effet, au cours de cette voie métabolique, l'énergie chimique potentielle du glucose est convertie en énergie chimique potentielle détenue par l'ATP, la NADH, en plus de l'énergie dissipée sous forme de chaleur. Mais une grande partie d'énergie est encore contenue dans l'acide pyruvique. Bien. Deuxième question. Quelle est l'importance du couplage entre la dégradation partielle du glucose et la synthèse de l'ATP? Donc, lorsqu'on parle de couplage, il faut bien se rappeler de l'importance de ce terme. Alors, un couplage entre deux processus, c'est-à-dire deux processus qui s'effectuent deux processus qui ne peuvent pas s'effectuer l'un sans l'autre. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un couplage? Alors, on peut ici dire que vous avez ici, d'une part, la dégradation partielle. Donc, ça, c'est, si vous voulez, c'est le bilan de la glycolyse. Donc, le point de départ, c'est le glucose qui devient, donc, une molécule de glucose devient deux molécules d'acide pyruvique. Donc, C6H12O6, ça devient CH3COCOH. Et si vous comparez donc le nombre d'atomes d'hydrogène, vous allez trouver ici que vous avez 12. Ici, vous avez donc 3, 4 fois 2, 8. Donc, c'est une perte de 4 atomes d'hydrogène. Mais pour nous, si on veut parler en termes d'oxydoréduction, 4 atomes d'hydrogène, c'est 4 H+, et 4 électrons. C'est-à-dire, le glucose a perdu 4 H+, et 4 électrons pour devenir l'acide pyruvique. Donc, globalement, on peut considérer que la glycolyse tout entière, c'est un système d'oxydoréduction. Et lorsqu'on dit ici que ça c'est une oxydation, eh bien, on doit chercher où elle est la réduction. Eh bien, la réduction, c'est la transformation de 2 NAD+ en 2 NADH+ par un gain de 4 H+ et 4 électrons. Donc, ce qui est perdu par le glucose, il est gagné par NAD+, histoire de vous rappeler donc l'importance des réactions d'oxydoréduction. Mais ça, si vous voulez, c'est une partie de la glycolyse parce que ce processus de dégradation partielle du glucose s'accompagne de la synthèse de deux molécules d'ATP. Alors, ce processus, soi-disant, on va l'appeler processus numéro 1 et processus numéro 2, ce sont deux processus couplés, c'est-à-dire l'un ne peut pas avoir lieu sans l'autre. Pourquoi? Parce que l'énergie, ou au moins une partie de l'énergie qui est perdue par le premier processus, elle est récupérée par le deuxième processus pour avoir la synthèse d'ATP. Je dois rappeler aussi à propos de ces réactions chimiques que généralement on a l'habitude de parler en termes de molécules. Je vous dis par exemple la glycolyse. Dans la glycolyse, une molécule de glucose, ça nous donne 2 molécules d'acide pyruvique. Mais vous devez savoir que le langage officiel de la chimie, c'est la quantité de matière. C'est-à-dire en chimie, nous devons nous exprimer en termes de quantité de matière. C'est-à-dire, on va dire qu'au moment de la glycolyse, une mole de glucose nous donne 2 moles d'acide pyruvique. Donc, histoire tout simplement d'établir le lien entre, soi-disant, ce langage familier qui utilise les molécules et le langage officiel de la chimie qui doit utiliser la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de moles. Eh bien, ce bilan de cette glycolyse, on peut l'exprimer donc ici. Vous pouvez trouver donc quelquefois on exprime ça en 2 lignes, ou bien on peut tout simplement utiliser une seule ligne, c'est-à-dire vous avez ici, soi-disant, le bilan de ces 10 réactions. Donc ça, c'est la réaction globale qui constitue le bilan des 10 réactions biochimiques qui constituent la glycolyse. Et donc, comme vous pouvez constater ici, eh bien tout simplement, 6 glucose, 6H2O6 plus 2 NAD+, plus 2 ADP plus PI, ça nous donne
2 acides pyruviques, c'est-à-dire 2CH3COCOH et 2 NADH+ et 2 ATP. Donc, c'est l'expression du bilan. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la question numéro 2? Quelle est l'importance du couplage entre la dégradation partielle du glucose et la synthèse de l'ATP? Donc, je vous rappelle que dégradation, pourquoi on parle de dégradation partielle? Parce que ce n'est pas une dégradation totale. Une dégradation partielle, c'est parce qu'elle se solde par la formation de 2 molécules d'acide pyruvique. Et l'acide pyruvique, c'est une molécule qui est encore une molécule organique riche en énergie, en quelque sorte comme le glucose. Donc c'est pour cela qu'on parle d'une dégradation partielle. Quand est-ce qu'on va parler d'une dégradation totale? Lorsque l'acide pyruvique va être dégradé totalement pour donner le CO2. Le CO2, c'est une substance minérale, donc lorsqu'on aboutira au CO2, eh bien à ce moment-là, on va dire qu'il s'agit d'une dégradation totale. C'est le cas qu'on va voir par la suite, qui concerne l'acide pyruvique, qui va être dégradé totalement au sein de la mitochondrie, parce que ça va donner le CO2 qui est une substance organique. Qui est une substance minérale. Ici, on est encore dans le cadre de la dégradation partielle, c'est-à-dire qu'on a une molécule à 6 atomes de carbone qui nous a donné 2 molécules à 3 atomes de carbone qui sont toujours des molécules organiques riches en énergie. Donc, quelle est l'importance du couplage entre la dégradation partielle du glucose et la synthèse d'ATP? Réponse à la question numéro 2. L'énergie libérée par la dégradation partielle du glucose est récupérée partiellement en faveur de la synthèse de l'ATP, d'où l'importance du couplage entre les deux processus. C'est-à-dire, un processus ne peut avoir lieu l'un sans l'autre, et l'énergie qui est perdue par un processus est récupérée partiellement en faveur du deuxième processus. Donc, ceci, ça rentre dans le cadre, si vous voulez, de la conversion de l'énergie et du flux d'énergie de façon générale. Troisième question, pourquoi on qualifie la glycolyse de voie métabolique anaérobie? Eh bien, tout simplement parce que c'est une série de réactions biochimiques qui ne font pas intervenir le glucose. Donc, on va dire la glycolyse est une voie métabolique anaérobie car elle ne fait pas intervenir le dioxygène O2. Quatrième question. Relevez des documents 3 et 4 ce qui montre que le glucose subit une dégradation partielle et une oxydation. Donc on peut voir ça déjà dans le bilan de la glycolyse. Alors, pourquoi c'est une dégradation partielle? Donc on peut le voir ici, on vient de le dire, parce que vous avez une molécule organique à 6 atomes de carbone et ici, vous avez une molécule organique à 3 atomes de carbone, c'est-à-dire l'acide pyruvique. Donc ce n'est pas une dégradation totale, comme je viens de le dire, parce que donc on a ici une molécule organique à 6 atomes de carbone, ici une molécule organique à 3 atomes. Et si vous voulez, en quelque sorte, il faut encore casser cette molécule par 3 pour avoir 3 molécules de CO2. Et à ce moment-là, lorsqu'on arrivera au CO2, on va dire qu'il s'agit d'une dégradation totale. Pourquoi c'est une oxydation? Parce que si vous comparez le nombre d'atomes d'hydrogène entre le glucose et l'acide pyruvique, vous allez constater que ici on a 12 au niveau du glucose, 12 atomes d'hydrogène, et au niveau de l'acide pyruvique, 3 plus 1, ça fait 4, fois 2, ça fait 8, parce qu'on va multiplier par 2, par le coefficient stoichiométrique, 8, donc il y a un manque de 4 atomes d'hydrogène, et un manque de 4 atomes d'hydrogène, donc il s'agit d'une oxydation. Ces 4 atomes d'hydrogène, ce sont les 4 H+, et les 4 électrons qui doivent être captés par 2 molécules de NAD+, qui vont devenir 2 molécules de NADH+. Donc il s'agit bien d'une réaction d'oxydoréduction, c'est-à-dire la transformation du glucose en acide pyruvique, c'est une oxydation. La transformation de NAD+, en NADH+, c'est une réduction. Histoire de vous rappeler toujours l'importance des réactions et du schéma général de ce que c'est qu'une réaction d'oxydoréduction. Donc maintenant, vous devez savoir qu'est-ce que c'est
en général le schéma d'une réaction d'oxydoréduction. Donc on a dit, question numéro 4, relever ce qui montre que le glucose subit une dégradation partielle et une oxydation. Réponse à la question numéro 4, eh bien on va dire tout simplement dégradation partielle du glucose, clivage du glucose, molécule organique à 6 atomes de carbone en acide pyruvique, molécule organique à 3 atomes de carbone. Le glucose et l'acide pyruvique sont tous les deux substances organiques. On parlera de dégradation totale lorsqu'on aboutira au CO2 qui est une substance minérale sans énergie. Donc ça c'est pour expliquer pourquoi dégradation partielle. Eh bien pourquoi la glycolyse est une oxydation? Le glucose perd des électrons qui sont récupérés par NAD+, qui devient, après réduction, NADH+. Donc, il s'agit bien d'un processus d'oxydoréduction. Remarque, les substances organiques sont riches en énergie chimique potentielle, alors que les substances minérales en sont pauvres. Cinquième question, quel est le bilan énergétique de la glycolyse? Eh bien, tout simplement, le bilan énergétique de la glycolyse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a gagné comme énergie? Eh bien, on a tout simplement gagné 2 molécules d'ATP et 2 molécules de NADH+. Hein? Ou bien, si vous voulez, contre l'utilisation d'une mole du glucose, on va gagner 2 moles d'ATP et 2 moles de NADH+. Et enfin, la 6e et la dernière question. 6e et dernière question, on va dire dresser le bilan de la glycolyse et préciser son importance biologique. Donc le bilan, voici le bilan de la glycolyse. Donc on peut présenter ce bilan sous plusieurs formes. Donc on avait dit que la glycolyse c'est 10 réactions biochimiques. Et bien tout simplement vous avez ici le bilan de ces 10 réactions. Donc il faut toujours insister sur l'importance, sur la différence entre la formule, l'équation d'une réaction chimique et l'équation d'un bilan de plusieurs réactions chimiques. Dans ce cas-là, c'est-à-dire 10 réactions qui constituent la glycolyse. Et bien ça c'est le bilan. Voici donc le bilan. On a donc les réactifs et les produits. Les réactifs, c'est glucose, 2 NAD+, 2 ADP plus PI. Et les produits, c'est 2CH3CO, COOH, c'est-à-dire l'acide pyruvique, 2 NADH+, et 2 ATP. Vous pouvez constater aussi qu'on peut représenter ce bilan d'une autre manière. Hein? Voici donc le point de départ ici. On vous présente le point de départ qui est le glucose. Et le produit final, c'est l'acide pyruvique, donc on a multiplié par 2 bien sûr, pour respecter les coefficients stoichiométriques. Et puis donc on va mettre des flèches comme ceci pour mettre l'accent sur ce que l'on a gagné en termes de molécules riches en énergie, à savoir 2 NADH+, et 2 ATP. Et enfin, on va parler donc de l'importance biologique de la glycolyse. Donc l'importance biologique de la glycolyse, bien sûr, c'est il faut gagner de l'énergie. On en a gagné sous forme d'ATP et sous forme de NADH+. Alors, l'ATP, c'est la forme utilisable d'énergie par la cellule. Mais le NADH+, qu'est-ce que l'on peut dire à propos de NADH+? Certes, c'est une molécule très riche en énergie, mais il faut attendre un troisième processus, la troisième étape de la respiration cellulaire qui va convertir. Donc on aura d'autres réactions biochimiques qui vont permettre de convertir l'énergie de NADH+ en ATP. Donc la formation de NADH, donc c'est une préparation aux étapes ultérieures. Donc si vous voulez, l'importance de la glycolyse, c'est d'une part nous donner des molécules riches en énergie, mais aussi d'autre part se préparer aux réactions, aux étapes ultérieures, c'est-à-dire l'étape 2 et l'étape 3, étant donné que la glycolyse, c'est l'étape 1 de la respiration cellulaire. Donc on va dire, pour l'importance biologique de la glycolyse,
Au cours de la glycolyse, une molécule de glucose est clivée en 2 molécules d'acide pyruvique. Cette dégradation partielle se solde par la production de molécules riches en énergie, à savoir l'ATP et la NADH+. L'acide pyruvique, quant à lui, est disponible pour les réactions biochimiques ultérieures qui auront lieu au sein de la mitochondrie, c'est-à-dire la suite des oxydations respiratoires, c'est-à-dire la phase 2 et la phase 3. Alors, avant de finir, je veux tout simplement vous dire que la glycolyse, il a lieu au niveau du hyaloplasme, et la glycolyse, c'est une voie métabolique qui est commune, si vous voulez, c'est un tronc commun qui est commun entre la respiration cellulaire et la fermentation. Ici, je vais présenter donc ce schéma qui nous montre la conversion de l'énergie au cours de la glycolyse. Donc, vous avez d'une part, au début, l'énergie, c'est l'énergie qui est stockée sous forme d'énergie potentielle dans la molécule de glucose. Et puis, vous avez d'une part l'énergie qui est gagnée sous forme d'énergie chimique potentielle qui se répartit dans 3 catégories de molécules, à savoir l'ATP, la NADH+, mais il ne faut pas oublier qu'il y a encore de l'énergie et beaucoup d'énergie dans la molécule de l'acide pyruvique. Donc ça, si vous voulez, c'est l'énergie qui est gagnée. L'énergie qui est perdue, c'est tout simplement l'énergie qui est perdue sous forme de chaleur, histoire de dire que dans tous les processus physiques et chimiques de conversion d'énergie, ça c'est une loi naturelle, dans tous les processus de conversion d'énergie, eh bien toujours, on ne peut pas avoir un rendement à 100% parce que toujours il y a une grande partie d'énergie qui est perdue sous forme de chaleur. Eh bien, voilà donc cette image qui vous montre donc la conversion de l'énergie au cours de la glycolyse. Voilà. Sur ce, je vous dis merci de votre attention, au revoir et à la prochaine.